évoqué le Banon tout à l'heure, et donc c'est possible de développer ses propres AOP. Sisteron l'a développé pour l'élevage aussi. Donc c'est de développer ça, de se regrouper entre plusieurs, de développer la bonne valorisation et le circuit court. Par contre, on va regarder cette injustice en quelque sorte sur les aides, parce que c'est un vrai point, et il faut qu'on l'intègre à notre maquette. Donc merci pour la contribution, et pour qu'on réfléchisse. Ça ne pourra pas être la même chose, parce que c'est très différent, très hétérogène, mais en tout cas, il doit y avoir une réponse sur ce point-là. Et donc, merci pour cela. J'ai été ensuite... Alors, je vous ai répondu, madame, pardon, sur les lobbies et l'autre sujet que vous aviez évoqué. Monsieur le Président, sur les deux sujets... oui, en fond, le reste, j'avais répondu sur la première partie de votre intervention. Vous m'avez ensuite demandé comment on sortait de ce débat. Alors, d'abord, il faut toujours regarder le métabolisme d'une société et d'une nation. Il y a 2 mois, nos concitoyens, les commentateurs, comme on dit, les milieux autorisés, comme disaient certains, disaient « ce type est fou, il lance un débat, ça ne va jamais marcher, ça va finir en caramel, le truc ne va jamais marcher, ça va être pipoté, etc. » Bon, ça vit, comme dirait l'autre, ça débat. Et ça, d'ores et déjà, c'est un acquis formidable, et je considère que ce n'est pas du tout une parenthèse qu'il faudra fermer. Et donc, nous sommes en train de rénover la forme démocratique du pays, ses pratiques, par ce truchement. Moi, j'ai la possibilité d'échanger avec des concitoyens, d'avoir des contributions. Beaucoup le font entre eux d'une manière inédite. Ça n'a jamais existé dans la 5e qu'on ait ce type d'échange. On a oublié, parce que le débat, dans une vie où tout va plus vite, il a 2 mois, c'est ce que vous disiez. Enfin... il y a 6 mois, personne ne pensait qu'on pouvait collectivement faire ça. D'abord, il faut aller au bout de ce débat. Il a un rythme. Il y a ensuite une procédure de remontée qui est prévue. À la fois, les cahiers de doléances qui ont été évoqués par Madame le maire sont déjà remontés. Ils sont numérisés, travaillés par des gens. Il y a des garants qui surveillent la neutralité de tout cela. Il y a ensuite des débats nationaux qui se tiendront la semaine prochaine avec l'ensemble des associations, des organisations syndicales, patronales et associations d'élus qui vont faire des propositions. Et donc là, pour moi, les prochains jours, prochaines semaines sont très importantes et j'attends leurs propositions, c'est extrêmement important. Et on aura ensuite des conférences régionales avec des citoyens tirés au sort qui ont été formés, préparés, les 2 prochains week-ends, enfin le week-end du 16, 17 et du 23-24 mars. Il y aura ensuite un travail de remontée de tout ça qui sera conduit avec des garants qui regarderont pour début avril. Et l'Assemblée nationale et le Sénat vont ensuite avoir des débats en leur sein sur tous les sujets les 15 premiers jours d'avril. Donc il y a toute cette procédure qui doit se poursuivre et qui va aussi faire remonter des propositions concrètes, des solutions. Parce que chacun a des solutions. Et donc qu'elles puissent s'exprimer, être vues, être portées à la connaissance, être débattues, être partagées, être appliquées pour certaines d'entre elles. Et à la fin de tout ça, pour moi, il y aura à la fois, il va d'abord falloir nommer les problèmes et ensuite apporter des réponses. Et ces réponses, elles ne seront pas univoques. Il y a des choses qui peuvent se régler par de la réforme constitutionnelle, et je veux vous rassurer, Président, elle est toujours en cours. C'est le Président du Sénat et de l'Assemblée qui sont en train de la travailler au vu des débats. Et donc, j'ai bien pris note là de vos demandes sur les territoires. J'en avais parlé avec le Président Berberian. Je pense qu'en tout cas, prendre en compte la réalité spatiale et le fait communal sont importants. Et donc, moi, j'y suis ouvert. Et donc, ils proposeront... on aura une réforme constitutionnelle institutionnelle, il y aura des réformes d'organisation, il y aura des réponses de court terme économiques et sociales, il en faudra, écologiques. Et puis, on va mettre en place aussi des processus profondément nouveaux. Je pense qu'il faut aussi qu'on transforme en profondeur des choses, et certaines prendront plusieurs mois, peut-être parfois d'autres plusieurs années, sur différents sujets. Parce qu'on voit bien que le pays est aussi gros de transitions qui prendront du temps et qui ne se régleront pas par un décret ou une loi. Donc voilà un peu comment toutes les choses vont se faire. Mais là, j'entends en quelque sorte l'impatience collective. Mais d'abord, moi, il faut que je finisse d'aller dans toutes les régions. Et parfois, on a reproché au gouvernement d'aller trop vite. Bon, il faut aller au bon rythme. Ensuite, il faut pouvoir entendre tout ce qui remonte. Et moi, j'attends les propositions des uns des autres. Et je pense qu'il y a aussi une phase où on doit se mettre d'accord, peut-être avant de sortir les propositions, sur la nature, au fond, de nos troubles et de nos doutes. Et pour reprendre les mots qui étaient dits tout à l'heure, notre pays a dans une partie de lui-même, certains ont exprimé une douleur. Ils ont émis un cri.
Et il y a une souffrance sociale très profonde, et elle a plusieurs composantes, plusieurs réalités. Ces cris sont multiples. Et moi, quand je vois même la forme du débat, ce qui ressort médiatiquement du débat, c'est très intéressant. Ça mute de semaine en semaine. Il y a, au début du débat, les gens disaient, le seul sujet, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Moi, j'en entends presque plus parler. Là, il y a plein de gens qui disent, maintenant, il y a le sujet du pouvoir d'achat qui reste très, très fort. Il y a tel impôt qui est à un moment un sujet d'obsession. Ensuite, dans le débat, les sujets de décentralisation sont plus montés. Maintenant, les sujets d'écologie reviennent très fortement. Les sujets de santé ont fait leur apparition. Au début, personne n'en parlait. Depuis 15 jours, tout le monde me parle de santé. Tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que se révèlent des symptômes. Et nous n'avons jusqu'alors traité les symptômes que par la dépense publique, en les saucissonnant. Mais vous faites vivre le débat, les symptômes réémergent. Et donc, à un moment donné, il faut qu'on puisse dire ensemble, posément, avant de tout de suite administrer la potion, quel est le mal profond qu'il y a derrière ces symptômes. Au fond, le peuple français dit « j'ai mal au bras »,« non, j'ai mal à la jambe »,« j'ai mal à l'épaule », j'ai mal... Ce qui est vrai, les mots sont multiples. Et on a eu l'habitude que de n'entendre la part symptomatique de ces mots. Il faut qu'on comprenne, dans un temps de ce débat qui va arriver, quelles sont les causes profondes. Et donc, quelles sont les causes réelles du mal français. Il y a un sujet d'inégalité. Est-ce que, pour reprendre ce que vous disiez, Madame le maire, je connais le symptôme ISF-APL. Je connais aussi un pays où il y avait l'APL et l'ISF. Il y a toujours l'APL, mais où l'APL était aussi haut qu'avant et l'ISF. Et ce pays n'était pas plus heureux. Et il m'a d'ailleurs élu, avec un programme qui consistait à supprimer la part d'ISF qu'on a supprimée. Est-ce que répondre à un cri du moment de l'un va régler le problème? Je ne crois pas. Il y a un problème qui émerge, d'inégalité. Quand je regarde la réalité de notre pays, est-ce que notre pays se caractérise par son inégalité fiscale? Non. Il se caractérise par la formation de ces inégalités. On est le pays, parmi les pays les plus inégaux dans le destin. C'est-à-dire qu'on est un pays, et nous-mêmes nous avons régressé. Quand on est dans une famille modeste ou dans tel ou tel quartier, on est beaucoup plus assigné à résidence qu'il y a 30 ans dans notre pays, et on l'est plus que dans d'autres sociétés. C'est ça la vraie inégalité. Et donc il faut se demander, quand les gens disent inégalité, est-ce qu'ils parlent simplement « remettez-moi l'ISF » ou « remettez-moi 4 € là » ou est-ce que la réponse n'est pas plus profonde? Non, mais le fiscal, je vous regarde les choses, on est recordman du monde de fiscalité. On est entré dans ce débat avec un impôt qui a été décidé par toutes les majorités qui ont précédé. Je dis ça parce que c'est collectivement, parce qu'on disait, les gens ne vont pas râler. Pensez qu'on va sortir d'un débat qui est né d'un impôt en disant on va augmenter l'impôt de quelques-uns, dans le pays, ou l'un des pays les plus taxés au monde, je ne crois pas que ce soit le cœur de la réponse. Par contre, dire il y a un message sur l'inégalité, oui, vous avez raison. Mais voyez que ce temps-là, il est nécessaire. Et donc, après le débat, la remontée des propositions, il faudra un temps pour expliquer quelles sont les causes profondes et en quelque sorte dire on ne va plus administrer une potion qui n'est que symptomatique, pour filer la métaphore médicale, mais on va chercher la cause profonde. Notre pays, depuis des décennies, pour reprendre la formule, dès qu'il y a un mal, on lui donne du Doliprane ou de la morphine. Il dit, tu vas arrêter d'avoir mal. Tiens, mais le jour où le Doliprane ou la morphine règle la cause profonde quand vous avez une pathologie, ça se serait vu. Ben là, maintenant, il faut qu'on regarde un peu de plus près. Il dit, pourquoi vous avez mal là? C'est ça le moment dans lequel on rentre. Et il est indispensable. Et donc, dans les prochaines semaines, c'est aussi ça ce qu'on devra faire. Donc, voilà le rythme, avec des choses qui se feront tout de suite, des choses qui vont se dilater un peu plus. Monsieur le maire, je vous ai... donc, j'ai répondu au président et je vous en remercie pour la question. Monsieur le président des maires ruraux du Var, alors, tout ce que vous avez cité me préexiste, si j'ose dire. Et donc, la difficulté en démocratie, mais vous la connaissez, vous, en tant qu'élu maire, si on vous reproche les choses qui ont été votées par votre prédécesseur en vous disant ça détruit la confiance entre nous, vous êtes dans la panade. Bon. Donc, la baisse des dotations ou la loi NOTRe, comme diraient certains, c'est pas Bibi. Bon. Donc, non, mais je dis ça, et je considère que les engagements que j'ai pris en campagne, ils ont été tenus. J'avais dit on ne baissera pas le niveau des dotations. Et il a été maintenu. Parmi vous, il y a des gens qui gagnent, des gens qui perdent. Comme je dis toujours, vous avez eu l'honnêteté de rappeler la DETR qui avait monté fortement dans le département, je vous en remercie. Mais
c'est les charmes de la France. Celui qui gagne en poche et ne veut pas être embêté, et celui qui perd dit « moi, on en a encore piqué ». Ce sont les critères de la DGF, en général des dotations. Est-ce qu'il faut les réformer? Moi, je suis totalement ouvert. Ça peut être un point. Par contre, vous avez évoqué les deux sujets, eau et logement. Sur l'eau, j'ai répondu. Moi, je suis ouvert à l'assouplissement. Et je pense même qu'on devrait laisser la liberté dans chaque territoire à savoir qu'est-ce qui est le plus pertinent en fonction de la logique de bassin, confère les défis qu'on avait. Je suis allé faire des débats dans certains territoires, personne ne m'a parlé de GEMAPI. Parce qu'ils ont trouvé un équilibre. Dans d'autres, c'est plus. Ensuite, sur le PLU et le PLUI. Là, pour le coup, la loi quand même vous a permis d'avoir des éléments de sortie. Sous le contrôle des ministres compétents, 25% des communes, 20% de la population, et vous pouvez sortir. Donc, vous pouvez construire des minorités de détricotage. Donc, là-dessus, vous l'avez. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Après, il faut faire attention. La mode n'est pas au fait intercommunal. Il ne faudrait pas qu'on détricote tout ce qu'on a fait, qui quand même parfois a permis des résultats. Parce que l'interco, c'est quand même ce qui permet de se financer une structure que la commune seule ne pourrait pas se financer et autres. Bon, donc c'est une échelle pertinente. Ce qui est vrai, par contre, c'est qu'il faut que les compétences sur lesquelles on est élu, on puisse les mener, qu'on ait cette possibilité de sortie, donc on va la redonner avec plus de souplesse sur l'eau, et qu'on n'ait pas des entités dont l'espace est trop large. Et c'est vrai qu'il y a certaines intercos qui ont été beaucoup trop loin, et dont la réalité spatiale est aujourd'hui, sans doute, peut être questionnée. Et donc là, il faut réassouplir. Mais moi, je crois à la capacité à redonner de l'intelligence au territoire. Déconcentration, décentralisation et adaptation. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire que les ministres ont commencé à travailler et qu'on va avancer. Monsieur le maire de Manosque, merci pour vos propos. Alors, moi, vous avez rappelé votre projet, sa dynamique. Je crois à la filière hydrogène. On a fait une mise d'entrée avec un plan 100 millions d'euros. Il faudra aller beaucoup plus loin. Le rôle de l'État, c'est d'ailleurs d'être neutre sur les technologies. Le ministre le dit toujours. Il y a l'électrique, l'hybride, l'hydrogène pour la mobilité, beaucoup d'autres choses. On verra à la fin ce qui gagne. Je l'ai dit, l'hydrogène déjà marche très bien sur certaines formes de mobilité. On va avoir plusieurs collectivités qui vont inaugurer leur premier bus hydrogène, le train, etc. Ce que vous proposez, qui est vraiment très innovant, moi m'intéresse. Donc vous avez vu les ministres. Alors il y a une contrainte, c'est qu'il faut beaucoup d'acteurs et de producteurs sur le terrain pour pouvoir sourcer cela. Donc c'est en fait une contrainte un peu logistique, si j'ai bien compris. Donc on va vous aider à le faire. Mais moi je vois ça d'un très bon œil, en tout cas au cœur d'un projet innovant de territoire. Donc j'y suis tout à fait favorable. J'ai ensuite été interrogé, c'était par là au fond, sur le prix du carburant et les moteurs à eau. Alors, bon, le prix du carburant, d'abord, je voudrais me défendre. Je ne suis pas le seul à monter le prix du carburant. D'ailleurs, vous l'avez bien vu, malheureusement, ça remonte un peu pour ceux qui l'achètent à la pompe, c'est les prix mondiaux. Donc, il y a des taxes qui ont toujours existé. C'est vrai qu'on avait fait une trajectoire où on montait progressivement. On l'a gelé. On a dit, on arrête. C'est dans le débat. Aujourd'hui, ce n'est pas la taxe qui était prévue au 1er janvier qui a augmenté le prix du carburant. C'est simplement qu'on est dépendant. C'est aussi pour ça qu'il faut construire progressivement notre sortie de dépendance aux véhicules à carburant fossile, c'est-à-dire que ce soit le diesel ou l'essence. Bon, le moteur à eau, il y a toujours un malentendu quand on parle de ça. Il y a une technologie qui existe sur les moteurs diesel et essence qui passe par l'eau qui permet de réduire la pollution. Si c'est ça dont tu parles, ça n'a aucun impact sur le prix parce qu'il faut mettre du carburant à la pompe. De toute façon, son diesel, par contre, c'est une technologie qui réduit les émissions. Ça, on l'encourage, on le développe, etc. Ensuite, ce qu'on appelle parfois moteur à eau, c'est le moteur à hydrogène. Ça rejoint ce qu'on disait avec le maire de Manosque. Là, on l'encourage simplement. L'hydrogène, ça a beaucoup de contraintes en termes de recharge, et c'est un modèle qui, pour le véhicule individuel, n'est pas encore stabilisé. On le développe sur le véhicule collectif, le transport commun. Par contre, on a une stratégie, et plusieurs m'ont posé la question sur ce point, qui est en effet d'être beaucoup plus volontariste sur la mobilité hybride et électrique, et d'être beaucoup plus volontariste sur le remplacement des vieux véhicules.
Parce que quel est notre objectif, si on parle de l'environnement, de la pollution, de la qualité de l'air? Ce sont les émissions de particules et surtout de CO2 qui sortent de nos véhicules. Quel est mon premier problème? Ce sont les vieux véhicules, en particulier diesel, du parc français. Et donc, ce que je dois faire d'abord, que certains s'équipent en effet de ce dispositif à eau, mais surtout, c'est qu'ils puissent changer leur véhicule. Ça, c'est la prime à la conversion qu'on a mis en place. D'ailleurs, vous êtes éligible quand vous avez un vieux véhicule, y compris pour acheter un véhicule d'occasion qui soit diesel ou essence quand il est de la première génération. Et on a bonifié cette prime quand vous achetez un électrique. Donc on accompagne les gens. Alors là, en sortie de débat, les ministres travaillent sur les solutions techniques pour que le reste à charge pour chacun soit le plus réduit possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on vous demande de changer de véhicule, même si à la fin, vous n'en payez que 2 ou 3 000 euros, ça peut être beaucoup. C'est beaucoup chaque jour. Il faut qu'on crée les solutions pour que ce soit 10 euros par mois, sans que ce soit des taux mirobolants. Et on sait le faire. Donc on le fait avec les banques, les constructeurs automobiles, pour qu'il y ait une vraie solution de sortie pour les classes moyennes et populaires. Mais donc la priorité, remplacer les vieux véhicules par des neufs. Deuxième priorité, accélérer le passage vers l'hybride et l'électrique, qui sont des technologies aujourd'hui matures. Et donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On accélère la production, on encourage nos industriels, on a réouvert des capacités des usines. Donc tout ça par rapport à ceux qui disent est-ce qu'il faut choisir entre l'écologie ou l'économie? Je le dis très clairement, on ouvre en ce moment dans l'Est de la France des usines pour produire des véhicules électriques. Et donc pour être une grande puissance industrielle et écologique par rapport à la question qui m'était posée tout à l'heure. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Puis on va équiper beaucoup plus rapidement en bornes électriques cela. Donc voilà, on accompagne les gens, on accompagne les industriels, on accompagne le pays pour que cette transition soit plus rapide, c'est la meilleure réponse. Ensuite, alors j'avais une question voisine, je crois que c'était d'ailleurs par là, sur l'impact des véhicules électriques qui seraient mauvais aussi pour l'environnement parce qu'il y a le recyclage et les émissions. C'était toi. Alors, on a de toute façon toujours un défi, quelle que soit l'utilisation d'un bien industriel, sur le recyclage. Le véhicule électrique, comme tout véhicule, il y a en effet la vraie question du recyclage, de la deuxième vie des voitures ou de leur matériel. Il y a ensuite la question des batteries. Mais il y a des batteries sur les moteurs à combustion, comme il y a des batteries, comme il y a un problème sur l'électrique là-dessus. Donc le problème du recyclage du véhicule, il est aussi vrai pour l'électrique que pour le véhicule à combustion, comme on dit, qu'il soit diesel ou essence. L'autre question qui est parfois posée, c'est de dire, vous mettez de l'électricité, est-ce que votre électricité, elle n'est pas plus polluante, au fond, en CO2 que votre essence? Et c'est là, ça rejoint un des propos que disait le ministre d'État tout à l'heure. Au contraire. Et encore plus en France. La France a une chance, et là, c'est fait d'avant nous, ça ne me doit rien. On a une électricité qui est produite aux 3/4 par le nucléaire. Bon. Là où je dis c'est une chance par rapport aux émissions de CO2, parce que pour émettre de manière stable de l'électricité, il y a ou le charbon, c'est très mauvais pour le CO2, ou le gaz, c'est un peu moins pire, comme diraient les enfants, mais c'est quand même pas terrible, ou il y a les mécanismes thermiques, ou le nucléaire, ce qui émet beaucoup moins de CO2. Et ensuite, on a le renouvelable, qui en émet encore moins, et qui n'a pas de problème de traitement des déchets ou de recyclage. Mais le problème du renouvelable aujourd'hui, c'est qu'il ne produit pas d'énergie stable. Il produit une énergie qui est intermittente. Et donc le défi qui est le nôtre, c'est aujourd'hui de, profiter du fait qu'on a une énergie électrique très décarbonée et à bas coût, grâce au nucléaire, et de réduire notre dépendance au nucléaire en développant les renouvelables, et d'accélérer notre mutation en développant les technologies de stockage du renouvelable. Le jour où on sait stocker le renouvelable, on sait beaucoup plus vite substituer le renouvelable au nucléaire. Et donc, par rapport à la question, compte tenu de la présence du nucléaire, du plan d'investissement sur le renouvelable et de ce qu'on fait sur les batteries, je confirme que c'est bon même en termes d'émissions de CO2, parce que notre électricité, elle n'est quasiment pas produite avec le charbon en France. Ensuite, Monsieur le maire de Verdière, j'ai répondu sur les classes, l'environnement. Oui, et donc merci pour votre engagement double, si je puis dire. Et après, point pris, et votre voisin de devant avait aussi la question, qui est là sur le parc. J'ai compris que vous vouliez de la visibilité. Sur votre deuxième point, j'y ai répondu. Très clairement, la pérennité des ressources et leur visibilité seront assurées. Et y compris, on va regarder avec la région qui est très engagée sur le sujet, où j'ai compris qu'il y avait un sujet de
de subvention des sorties scolaires et de l'accompagnement. Et ça, je pense qu'on va trouver les solutions pour que vous soyez, que ce soit corrigé. Et en tout cas, que l'engagement qui est le vôtre, avec tous ceux qui sont avec vous, puisse trouver une réponse. J'ai été ensuite interrogé par Madame, c'était vous, Nature et Paysage. J'ai bien retenu pour notre biodiversité. Je partage totalement vos remarques sur l'accompagnement. La ministre vous a répondu sur le sujet des baisses de dotation et qui sera corrigé. Donc ça, c'est bon. Monsieur, qui est membre du Conseil, alors, merci, parce qu'en fait, vous n'avez pas posé une question, vous avez partagé une réflexion qui, comme vous l'avez peut-être senti, correspond à quelque chose dans quoi je crois très profondément et qui m'a d'ailleurs beaucoup motivé pour lancer le débat. Nous sommes un pays particulier et chaque pays a son histoire. Et en France, c'est vrai que c'est l'État qui a fait la nation. Et ce qui fait qu'on a tendance à parfois tout attendre de l'État, parfois en vouloir de tout à l'endroit de l'État, notre représentant, mais bon, on est comme ça, nous ne sommes pas un pays fédéral, nous ne sommes pas... Et donc ça fait partie du surmoi français, de sa conception. Est-ce qu'elle doit être... On doit réussir à la faire évoluer compte tenu de nos défis contemporains? Oui. Pas pour dire l'État doit se défausser, mais pour dire beaucoup de ces sujets requièrent ce tandem que vous avez esquissé et qui me plaît beaucoup, enracinement, innovation. D'ailleurs, parce que beaucoup dans le débat public veulent les opposer. On veut souvent dire ceux qui sont dans l'innovation, ce sont les mondialisés qui n'ont pas d'attache, et les enracinés seraient les défenseurs d'une tradition. Et dans votre réflexion, j'ai lu une forme d'en même temps qui me plaît beaucoup. Il y a une innovation profonde dans l'enracinement que vous portez, que vous avez défendue, et qui est de dire, face à des problèmes complexes de transition profonde, les solutions locales sont parfois beaucoup plus adaptées. D'abord parce qu'elles permettent beaucoup mieux le débat et donc la bonne compréhension. Ensuite parce qu'elles rendent les contraintes tangibles. Là, ça devient tangible parce qu'ils m'ont fait parler du plastique et qu'on a pu mettre un mot, des noms, que quand je vous parle de Gardanne, ça parle, etc. Mais c'est vrai que si on parle de manière totalement éthérée des choses et lointaine, on se figure des intérêts abstraits. Et donc la conflictualité dans nos démocraties, où on doit porter ces transitions et donc procéder à des changements permanents et profonds, eh bien, cela suppose de remettre de la transparence, de la capacité à innover et du local. Et donc, c'est pour ça que ce qu'on est en train de faire collectivement, ce que vous faites au niveau des parcs, d'associations, de ces structures, moi j'y crois beaucoup. Je l'ai déjà dit, et on a lancé un premier plan de développement des associations. Je pense qu'on a besoin de retisser les acteurs de cette transformation, de cette transition démocratique. Je les vois chez les maires, et c'est pour ça que cette recrédibilisation de l'échelon démocratiquement légitime est important. Et donc je pense qu'on a peut-être trop favorisé de la métastructure qui mettait de la distance entre la responsabilité et la décision. Je la vois au niveau de ce qu'est une structure à l'échelle humaine comme le département, très clairement, on le voit, parce qu'elle est à échelle humaine. Je la vois au niveau des associations et des structures les plus locales sur des thématiques, et sur les associations qui se structurent, mais qui peuvent décliner cet agencement au plus près du territoire. Et donc on voit qu'on est en train, dans notre société, de reconstruire les formes collectives d'action, de médiation, de discussion, qui permettent de faire avancer les sujets. Mais il faut qu'elles soient une forme d'échelle humaine. Et après, là où vous avez parfaitement raison, c'est qu'au fond, notre rôle va être de plus en plus de fixer des objectifs, la clarté d'un cap, la clarté d'un cadre, et derrière de pousser ces acteurs à évoluer. Donc je partage totalement. Et pour moi, dans la sortie du grand débat, il doit y avoir des innovations de méthodes durables sur ce plan. J'ai été interrogé ici sur... C'était vous, c'est le vice-président. Donc, le ministre a pris note sur les financements à venir. Le ministre d'État s'étant beaucoup attaché avec le secrétaire d'État à ce que l'ensemble des territoires à énergie positive soient financés conformément aux engagements pris. Je le dis sous le contrôle des parlementaires et du législateur, même quand aucune loi n'avait été votée pour ce faire et que les financements n'étaient pas au rendez-vous. Et donc je veux remercier à la fois le gouvernement et le Parlement, parce qu'ils ont été au rendez-vous de
d'engagement, c'est 800 millions d'euros, me rappelle le ministre, alors qu'il n'y avait pas un sous-vaillant en face. Mais je pense que c'est une très bonne initiative que ces territoires à énergie positive et que ça a été une dynamique lancée par Ségolène Royal, que vous avez rappelé, qui était, je pense, tout à fait innovante et correspondait à cela. Et donc notre idée est en effet de pouvoir adapter ce dispositif. Et avec le ministre, on va regarder sur votre point particulier, le président opiné du chef, donc j'ai compris. J'ai ensuite été interrogé, je ne suis pas là sur... J'ai répondu sur le gaspillage alimentaire, parce qu'il y avait une question avant, à ta question, et je te remercie, en redisant combien l'engagement qui est le vôtre est important, à la fois comme citoyen à l'école et dans la famille, pour ennuyer aussi les parents ou tous ceux qui n'ont pas peut-être toujours les bons réflexes. Président, c'est vous qui m'avez ensuite interrogé sur la forêt. Et là aussi, ça me permet de dire, d'une part, qu'il faut en effet donner de la visibilité à tous les acteurs, et de ne pas oublier cet acteur qu'est la forêt dans l'ensemble du projet biodiversité et d'équilibre des territoires que nous défendons. Je le dis d'autant plus, et merci d'avoir fait le complément sur l'importance dans le modèle pastoral dans la région de la sylviculture et du modèle sylvicole, mais plus largement, l'ensemble des acteurs de la forêt, ce sont des besoins en accompagnement, en médiation, en entretien, en police, et donc en engagement public, État, collectivités locales, associations, et on sera là. Mais c'est aussi une formidable richesse française, et là-dessus, les ministres, le vôtre, si je puis le dire, et le ministre d'État, travaillent ensemble pour qu'on ait une vraie ambition. Et la difficulté que vous avez évoquée est exactement celle qui a jusqu'alors beaucoup empêché l'efficacité de notre stratégie forestière et sylvicole. La France, on le sait trop peu, c'est une grande puissance forestière. Ce qui est fou, c'est que nous sommes une puissance importatrice de meubles et de tous les matériaux d'éco-construction. Et donc, on exploite beaucoup moins que les autres notre forêt. Du coup, d'ailleurs, on a des retards sur les programmes de plantation, on le sait bien. Pas que dans le parc privé, au demeurant. On a aussi un retard ONF. Et on a une sous-valorisation en matière de transformation colossale. Le potentiel de création d'emplois, il est comparable à l'industrie automobile. Je le dis pour que tout le monde le touche du doigt et pour que tout ce qu'on se dise là, ça vous donne des perspectives. Et ça rejoint les questions qui étaient posées tout à l'heure. On parle de grande puissance économique haute. Si on a un modèle qui valorise mieux la forêt, qui permet de développer mieux les entreprises, avec du vrai investissement, de la valorisation en meubles, en éco-construction, le potentiel de création d'emplois, c'est, selon les chiffrages, mais autour de 400 000. Donc c'est de la création de valeur, de richesse, d'économie et de vie sur nos territoires. Et donc pour ce faire, on repense la relation avec les propriétaires et l'émiettement. Donc la visibilité, on a commencé à stabiliser tout ça, elle vous sera apportée et je pense que vous êtes un des acteurs du plan de filière. Et derrière, c'est aussi la stabilisation des acteurs. Le problème qu'on a, c'est l'émiettement des propriétaires et l'émiettement des acteurs. Les acteurs sont trop petits, ils refusent de se regrouper. Du coup, ils n'arrivent pas à faire les investissements. S'ils ne font pas les investissements, ils n'arrivent pas à valoriser, ils se font tailler les croupières par les voisins. Je fais un raccourci de l'histoire, mais c'est quand même un peu ça notre problème. Donc on doit aussi réussir à faire cette transition à tout le monde et à nos propriétaires. Président, la loi chasse, l'entrée en vigueur est quand, monsieur le ministre d'État ? Donc en gros, parce que le président voulait savoir si pour la prochaine saison, il était dedans. Alors non, parce que lui, il en a quand même... si c'est 1er janvier 2020, il est caramel pour l'été-automne 19. Parce que c'est ça le... Donc il faut être clair sur savoir si la prochaine saison de chasse, elle est dedans ou pas. Donc ça veut dire qu'on aura un dispositif transitoire avant la loi votée. Le gouvernement a beaucoup fait déjà pour simplifier les choses, vous l'avez vu, et prendre ses responsabilités. Dans un deal global, je le dis, qui a été parfois vilipendé par certains, mais qui a été porté par le ministère, et le ministre d'État et le secrétaire d'État auprès de lui, et qui est aussi un système de donnant-donnant. Il y a le prix du permis baisse, on a une gestion où on associe beaucoup plus et on est moins binaire sur la gestion des espèces. Et au lieu de dire c'est totalement interdit ou c'est totalement permis, on regarde les besoins. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on a ouvert, par exemple, ça vous concerne moins ici, c'est plus dans des régions d'où je viens, loi Cendré sur les Hauts-de-France. À l'inverse, la tourterelle des bois, il n'y avait pas du tout de régulation, on voit qu'on a un problème de rareté qui est en train de se créer. Là, voilà, il y a des donnants-donnants qui vont se faire chaque année.
Donc le cadre, moi je propose qu'on donne des garanties pour qu'à la prochaine saison de chasse, il soit installé, et la loi dans sa totalité sera mise en œuvre au 1er janvier 2020. Donc là, il faut qu'avec l'ensemble de vos fédérations, vous exprimiez ce sur quoi, en visibilité, vous avez besoin pour le 1er juillet. Mais je pense que cette loi, y compris avec la fusion AFB-ONCFS, est très importante pour la réconciliation des milieux que j'évoquais tout à l'heure et la responsabilisation collective. Donc, un dispositif mis en place au 1er juillet pour donner de la visibilité aux chasseurs, de la clarté sur les éléments de contribution, y compris des territoires qui ne prélèvent pas, et une loi dont tous les effets seront promulgués au 1er janvier 20. Sur le loup, vous m'avez entendu, j'ai répondu. L'idée, c'est quand même qu'il y ait toujours un contrôle en encadrement, mais après, il y a la mobilisation des préleveurs, comme on dit pudiquement, évidemment, sera là. Et je crois savoir que de toute façon, dans la région comme dans plusieurs autres, on n'en a pas parlé, vous ne m'avez pas interrogé, mais on aurait aussi pu parler du sanglier. Et des mobilisations qu'on peut faire. Voilà, donc en tout cas, sur le point des contributions, le ministre d'État reviendra vers vous à l'issue pour apporter un point précis. Madame la Présidente, d'abord je veux remercier l'ensemble de celles et ceux que vous représentez. La mobilisation sur le territoire, le président Stelter a été constamment mobilisé pour apporter la contribution de l'ensemble des métiers, de l'artisanat justement à la réponse. Et je remercie aussi d'ailleurs l'ensemble des réseaux consulaires qui sont ici présents et qui ont pleinement participé justement à ce grand débat, aux réponses à l'accompagnement des métiers et de l'activité économique au plus près du terrain et à la création d'emplois la plus dynamique du pays. J'oublie de le dire souvent, mais ce sont nos TPE, PME et en particulier celles de vos métiers qui permettent d'y accéder. Alors, sur les normes, ça ne va jamais assez vite. On a commencé une simplification drastique. On a divisé par 10 le nombre de décrets pris par l'administration de manière spontanée, avec la règle du 2 pour 1. Vous me proposez une nouvelle norme, vous pouvez m'en supprimer 2. Ça marche très bien. On en propose beaucoup moins. On s'est inspiré des Britanniques. 2, on avait 30 000 circulaires en arrivant, on n'en a plus que 20 000. Personne n'a hurlé. Je m'en félicite, moi, mais comme personne ne nous félicite, ça veut dire que les 20 000 ne servaient vraiment à rien. Donc, je vous invite à proposer des idées sur les 10 000 qui restent. À mon avis, on a encore beaucoup de gras, tant que le seuil de dolorosité n'est pas atteint. Donc, soyez force de proposition, et on va continuer à mettre en place de tels mécanismes et à simplifier. Après, nous sommes un pays aussi, beaucoup de complexités sont nées des secteurs eux-mêmes, et procèdent du débat public. Les professionnels sont bien souvent les premiers à dire « il faudrait me mettre là une spécificité dans la loi, ça me permettrait que le type qui est là ne puisse pas totalement rentrer. » On le connaît par cœur. Mais vous rigolez? Si. Il y a toujours le petit d'un petit. Si vous voulez que je vous parle de l'auto-entrepreneur contre l'artisan, on peut se la faire. Celui qui veut simplifier toutes les normes, il dit on les enlève toutes, et il dit on va faciliter l'auto-entrepreneur. Et là, le premier à hurler, c'est l'artisan. Il dit il n'a pas la norme, lui. Donc, on est un pays où aussi, on aime qu'il y ait des règles. Bon. Et je dis ça parce qu'on veut simplifier en gardant les règles. Et c'est ce à quoi vous êtes attachés, et nos concitoyens ont besoin de ça. Dans ce contexte, sur la transition environnementale, vous êtes des acteurs très importants. Alors, on a eu, depuis la loi de transition qui a été votée en 2015, un très gros travail a été fait par les ministères, et là maintenant, on continue à le faire, et il est en cours, branche par branche. Et au fond, c'est au cœur de la réponse du grand débat. Quand on parle de rénovation thermique des bâtiments, on a mis plein de normes, les gens l'ont pris comme des contraintes. Formidable opportunité pour tous les artisans du secteur. Ceux qui sont passés justement et qui ont eu la formation, où les chambres des métiers et les CCI ont eu un rôle, qui ont eu la certification RGEC, etc., ils peuvent pratiquer. Aujourd'hui, quand je regarde le potentiel d'activité des artisans du bâtiment de la construction, la rénovation thermique, formidable levier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donner de la visibilité sur les normes. Quand la norme change tout le temps, on ne peut pas se former, on ne peut pas s'adapter. La complexité est l'ennemi du plus fragile. Et donc le gros, il pourra toujours s'adapter. Celui qui est tout seul ou qui a 2 salariés, c'est terrible. Donc donner de la visibilité, moi je m'y engage, c'est sur ce sujet la stabilité qu'on veut. 2, co-construire les solutions pratiques. Ce qu'on a insuffisamment fait, ce que les ministres sont en train de faire avec les professionnels du secteur, qui est de dire, sur la voiture, sur la rénovation thermique des bâtiments, sur toutes les solutions environnementales, on va faire la transition avec les professionnels du secteur pour que le consommateur final, le citoyen, il ait une réponse simple. Et 3, politique de formation.
c'est-à-dire qu'on doit certifier, former les professionnels pour qu'ils puissent avoir accès à ces nouveaux métiers. Mais c'est du potentiel d'activité, de la création de nouveaux métiers, avec cet équilibre. On veut un cadre, mais que ce cadre soit simple et qui ne bouge pas tout le temps. C'est ça votre demande, et c'est, moi, l'esprit. La complexité, c'est mon ennemi. Parce que la complexité, c'est l'ami, justement, des intérêts cachés. Quand on fait des trucs compliqués, pour rejoindre ce que disait Madame, ça protège les très gros et ceux qui peuvent s'adapter. Je vais finir de répondre très rapidement pour éviter la symphonie des adieux, parce qu'il y en a qui ont des cars et qui doivent rentrer chez eux. Monsieur le Président de la Chambre d'agriculture, vous êtes revenu sur plusieurs sujets sur lesquels j'ai déjà répondu. Je partage totalement le point que vous avez fait sur l'agribashing. Je veux vous rassurer, vous n'êtes pas la profession où il y a le plus de gens qui pensent qu'ils feraient mieux à votre place. Il y a sélectionneur d'équipe de football. Bon, à mon avis, ce matin, sélectionneur du PSG. D'autres fois, c'est sélectionneur de l'OM. Il y a maire, à mon avis, bien souvent aussi. Et président de la République, c'est pas mal. Bon, mais c'est un signe d'affection, Monsieur le Président. Je le prends comme tel. Donc acceptez-le. Par contre, ce qui est intolérable, c'est d'opposer les Français aux Français et en quelque sorte de dire que les agriculteurs seraient les ennemis de la transformation, les ennemis du bien-être animal, les ennemis du bien manger. Ils en sont les premiers acteurs. Madame est agricultrice. Voilà, elle représente ça. Il y a des mauvais acteurs comme dans toute filière, mais il n'y a que des gens qui veulent nourrir. C'est choisir de nourrir ses concitoyens, qui est un métier formidable, et donc il faut le valoriser. C'est décider de vivre avec ses bêtes. Je le dis souvent, j'ai jamais vu un éleveur qui était content de maltraiter. Donc après, il y a des problèmes, il y en a eu, il y a des excès, il faut les corriger, mais il faut défendre cette profession et surtout les femmes et les hommes qui se battent derrière pour cela et qui sont au cœur de la réconciliation de ces différents modèles. Par contre, je veux vous répondre sur les retenues collinaires. Il y a un très gros travail qui a été fait, énorme sujet de tension politique depuis Sivins et les conflits qu'on a eus dans notre pays. Et on voit bien, et c'est pour ça aussi que je suis si intransigeant sur les violences, et que moi, comme vous, je suis très attaché à ce qui n'est pas d'excès dans un sens ni dans l'autre, parce que quand on l'a connu, ça bloque tout. Et c'est ce qu'on a connu dans notre pays à Sivins il y a quelques années, malheureusement pour le pire. Et donc c'est ça qui a complètement gelé ensuite l'avancée sur tous les projets d'eau, d'irrigation, de plus en plus nécessaires. On a fait un état et un bilan lancé il y a maintenant pas plus d'un an et demi. Le préfet Biche a fait un très gros travail. Il a remonté une 60aine de projets, avec des propositions sur des projets qui s'inscrivent dans les projets de territoire, et une simplification aussi de la procédure pour éviter que ce soit une usine à gaz, sans mauvais jeu de mots, dès qu'on veut faire une retenue collinaire. Très sincèrement, on ne va plus aller vers des immenses retenues, projets énormes, parce qu'il n'y a plus d'acceptabilité sociale. Par contre, il faut qu'on simplifie les procédures d'irrigation au plus près du terrain, qui correspondent là aussi à des logiques de bassin, à des solidarités de bassin, amont-aval, à des capacités et des volontés de contribuer, mais qui permettent aux agriculteurs d'avoir une solution d'irrigation, parce que qui dans la tomate, qui de l'autre côté de la France, dans le pruneau, en tout cas toute cette agriculture, en particulier vivrière, fruits, légumes, la vigne de plus en plus, ça a été évoqué en coin et c'est une réalité, la truffe, diraient certains, ont besoin de modes d'irrigation et c'est une nouveauté. On va débloquer d'ici au printemps une 60aine de projets qui ont été validés par le préfet Biche. Et derrière, surtout, on va sortir une réforme et une simplification de cette réforme. Ce que j'ai demandé au ministre d'État, en concertation avec ses collègues, c'est qu'on ait donné la visibilité à tous ces acteurs de territoire sur les projets concrets déposés et notre stratégie avant que la saison potentiellement de sécheresse ne commence, pour qu'on puisse avoir la bonne réponse. Mais vous avez parfaitement raison d'insister sur ce point. ERC, je partage totalement, et je ne reviens pas sur ce que vous avez dit. Madame la vice-présidente, je n'ai rien à rajouter à ce que vous avez dit, et je partage totalement. Je sais l'engagement de la région, et je l'ai évoqué sur la transition écologique, et je l'ai salué, y compris budgétaire ou justement de verdissement du budget régional. Vous avez parlé du très haut débit, plus largement du numérique et de l'accessibilité. C'est un enjeu essentiel pour nos territoires. Sur le haut débit, Réseau Fixe, c'est un syndicat local, comme d'ailleurs partout en France, qui a proposé son schéma qui est à France très haut débit. Les choses sont en train d'avancer. On a tous l'objectif volontariste 2022, les objectifs. Et
les crédits qui vont avec sont délivrés, on avance bien. Là-dessus, les revues de travaux se font régulièrement et on sera au rendez-vous. La question maintenant, c'est comment on accélère le déploiement sur mobile. C'est pour ça que le ministre de la Cohésion des Territoires et le secrétaire d'État, à l'époque devenu ministre auprès, ont fait un New Deal numérique en décembre 2017, où on a mis plus de contraintes aux opérateurs pour qu'ils déploient plus de pylônes intermédiaires pour aller plus vite sur 4G, 5G. Et derrière, on s'est doté d'éléments de contraintes renforcées. Et on a surtout réinjecté du financement en faisant quoi? En affectant une part de ce que les opérateurs nous donnent au moment de l'attribution des fréquences dans la réduction de la fracture territoriale, comme vous l'avez très bien rappelé. Et donc, sur le numérique, la priorité absolue. Donc, quand j'ai regardé les chiffres, il y a pas mal de pylônes qui sont déployés ces derniers mois sur le département, fort de cette impulsion. On va poursuivre. Après, ce qu'il faut faire, il faut traquer cela. Puis, il faut aussi qu'on puisse innover technologiquement et qu'on pousse un peu dans leur retranchement nos opérateurs, qu'ils aillent plus vite dans le déploiement. Puis, quand un opérateur est dans le village, est-ce qu'on est obligé de faire passer tous les citoyens sur cet opérateur? C'est une question qu'on peut légitimement se poser aussi. On peut faire des tas de choses. Donc voilà, donc on va continuer sur ce point, à mettre la pression, mais vous l'avez compris, les réponses, en tout cas réglementaires, ont déjà été prises. Merci, monsieur, pour votre engagement pour le tourisme durable. Et ce que vous avez pu dire, c'est là aussi exactement au cœur de ce à quoi je crois. Ce que vous avez dit rejoint d'ailleurs ce qui a été dit par madame, je le partage totalement. Le cadre doit être simple. Le problème, c'est que vous donnez des contraintes à vous-même, en quelque sorte, pour le valoriser, et vous êtes exposé aux contraintes d'autres gros acteurs de votre secteur, je ne citerai pas de nom, qui n'ont pas forcément les mêmes, et en plus avec des règles qui sont trop mouvantes. Donc là-dessus, l'idée d'avoir un cadre stable est pour moi essentielle. Alors, qu'est-ce qu'on veut favoriser? Ce travail très simple de suppression de la norme inutile. Et donc moi, je vous le redis très simplement, faites-nous passer sur ce sujet au ministre d'État qui est là, et il le fera en lien avec le ministre Le Drian en charge du tourisme. Tout ce qu'on peut simplifier pour favoriser l'écotourisme, on le fera. Parce qu'au cœur de la mission du ministre d'État, il y a cette volonté d'accélérer l'ambition, comme il l'a très bien dit tout à l'heure, environnementale du pays, mais avec ce volontarisme qui est de dire et de montrer que ça crée de l'emploi, de l'activité. Et quand on fera ça, quand on arrivera à faire ça totalement et réellement, on donne de la perspective à tout le monde, parce qu'on montre que ce sont des solutions pratiques, que c'est une possibilité de se construire un avenir sur le territoire. J'ai répondu sur les territoires à Monsieur le Président de l'Association des maires du département et à mon ouverture sur ce sujet, qui est dans la main des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, et au fait que c'est en effet une réalité. La réforme constitutionnelle fera partie des éléments de sortie du débat. J'ai répondu à Madame sur le CPIE. J'ai répondu à Madame simplement sur une partie de ces constats, Madame le maire. Sur ensuite, vous m'avez interrogé sur le numérique, ça je viens d'y répondre. Et ensuite sur la fracture territoriale et ce que vous avez évoqué, les inégalités, je partage le constat qui en effet remonte très clairement. Dans ce à quoi nous devons répondre aujourd'hui de cette crise, il y a la réalité de nos inégalités sociales, qui sont beaucoup plus profondes, comme je le disais tout à l'heure, que simplement ce qui s'exprime et que le fait fiscal, et la réalité des fractures et des injustices territoriales. Et donc là-dessus, j'ai essayé de l'expliquer à travers ces différentes réponses, l'apport que nous faisons et ce à quoi nous croyons sur l'agriculture. Et je crois que vraiment les états généraux de l'alimentation ont permis de faire aussi en changement de méthode, ce que la loi a permis de faire. Maintenant, ça va être les projets territoriaux et les filières et les discussions de filières pour que la valeur descende au niveau des producteurs et donc des territoires, ce qui sera une vraie transformation pour notre agriculture au plus près du terrain. Et ensuite, je pense, pour répondre à votre préoccupation, que dans les points de sortie du débat, il nous faudra bâtir un véritable agenda rural. Je l'ai déjà dit, on a besoin d'avoir des agendas différenciés par réalité de territoire. Il nous faut bâtir un agenda rural où la présence territoriale des services publics, où la réalité justement de notre présence et d'adaptabilité doit être différente, ce qui est pour moi... Alors, la DGF rurale sur ce point, je vais vous dire, c'est une fausse idée. Je vais vous le dire parce que vous pouvez regarder, je ferai d'ailleurs un sondage sur les maires qui sont là. Beaucoup de maires ruraux ont une DGF par habitant supérieure, à mon avis, à des maires urbains.
ce que vous comparez à chaque fois, je l'ai dit au président Berberian, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais c'est là où il est filou, c'est qu'il prend la part forfaitaire de la DGF. Votre DGF, bah oui, mais enfin, c'est pas celle que vous touchez à la fin. Et monsieur le maire, à mon avis, vous, dont la DGF totale a augmenté sous ce mandat, eh bien, oui, d'accord, mais vous prenez votre dotation totale, monsieur le maire, elle a augmenté. Et si je prenais votre dotation rapportée à l'habitant, je suis sûr qu'elle est supérieure de celle de Manosque. Ben non, mais c'est juste. Mais il y a une part de justice. Et c'est là où vous vous trompez. Vous parlez de la dotation forfaitaire. La dotation forfaitaire, en effet, dans le rural, comme elle a un critère simple, elle est ce que vous dites. Mais parce que année après année, et y compris cette année, sur recommandation du CFL, et après que le législateur l'ait voté, on a encore réduit la part forfaitaire pour tout le monde, parce qu'on a augmenté les mécanismes de péréquation et les dotations de solidarité. Mais il ne faut pas regarder que vos dotations forfaitaires. Prenez-moi votre DSL avec, prenez-moi toutes les dotations de solidarité, et vous verrez qu'à la fin, votre dotation par habitant, elle n'est pas inférieure dans le rural à l'urbain, c'est faux. C'est faux. Ah non. Alors après, moi je suis prêt à les simplifier. Mais monsieur le maire, non mais il se trouve que sous la mandature précédente, des parlementaires ont proposé de le simplifier. Après, l'intercommunalité, comme on change en effet le point de référence, il y a des communes, et ça c'est l'effet de la loi NOTRe, il y a des communes qui ont été rattachées ensuite à des bassins de vie beaucoup plus larges par l'interco forcé. Ça c'est tout à fait vrai, ça fait partie des points que j'ai dit qu'on corrigerait sur la loi NOTRe. Mais ce que je veux vous dire derrière, c'est que la simplification de la DGF, moi j'y suis totalement ouvert. Mais il ne faut pas se tromper. Hein. Moi, je tiendrai mon engagement. Maintien de la DGF votée. 27 milliards. Mais derrière, la DGF votée, elle est répartie. Dites-vous bien, si elle est stable et qu'il y en a qui perdent beaucoup, c'est qu'il y en a qui gagnent beaucoup. Et donc, il faudra, si vous voulez rendre le système plus intelligent, que ceux qui y gagnent beaucoup acceptent de donner. Et vous verrez qu'il y en a qui regarderont à ce moment-là qu'il y a le forfaitaire et il y a tout le reste, et j'aurai des maires ruraux, j'aurai des maires de quartiers politiques de la vie qui diront « moi, je ne suis pas pour la réforme hein. ». C'est ça. Et pourquoi ça a canné la dernière fois, la réforme? Parce qu'il y a plein de parlementaires, c'était notre majorité, mais qui ont regardé la chose, et le CFL, à l'époque, a applaudi, en disant « trop compliqué, cette affaire ». Non, donc, nous sommes dans un pays qui est complexe. Mais j'y suis favorable, je pense qu'il faut rendre le système plus intelligent, mais aujourd'hui, ce que je veux vous faire en tout cas toucher du doigt, c'est qu'il est faux de dire que la dotation est 2 fois inférieure dans le rural à l'urbain, ou qu'un habitant du rural vaut 2 fois moins que l'urbain. C'est faux. On prend que le forfaitaire, on ne prend pas le tout. Et là, c'est donc injuste. Par contre, on doit avoir un vrai agenda rural. Ce n'est pas que la dotation, c'est l'ensemble de nos politiques. Enfin, sur la toute dernière question, j'y ai répondu. C'était la question de mademoiselle sur le droit international public et le pacte mondial de l'environnement. Voilà, mesdames et messieurs, je crois que j'ai couvert toutes les questions. Je sais que certains ont faim et ont été héroïques. Alors, je veux vraiment remercier d'abord nos jeunes qui sont en service civique, l'ensemble de nos... Mais tous les jeunes, là, collégiens, lycéens, qui ont été exemplaires. Certains ont dû partir parce qu'il y avait un quart dans la préparation, dans la concentration. Donc bravo à vous. Et merci pour vos interpellations et surtout la conscience écologique que vous portez. Plus personne n'aura le droit de s'endormir. Merci à vous.